La communauté Bitcoin a créé ce film pour répandre l'espoir. Notre objectif est d'atteindre 1 milliard de vues. Si après l'avoir regardé, vous croyez en son message et souhaitez rejoindre notre révolution pacifique, tout ce que nous demandons, c'est de partager le film avec le plus grand nombre de personnes possible. Merci. Rien ne peut être aimé ou détesté à moins d'être d'abord compris. Léonard de Vinci. Rappelez-vous le Brady Bunch? Avant que notre argent ne soit dévalué, vous pouviez avoir un parent qui travaillait tout en soutenant une famille avec 6 enfants et une femme de ménage à domicile. Oh oui, et un chien, Tiger. Que s'est-il passé? J'ai ordonné au secrétaire Connally de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or ou autres avoirs de réserve. Ainsi, le président Nixon, le 15 août 1971, a retiré le dollar de l'étalon or, afin que nous puissions imprimer plus d'argent pour pouvoir voler votre richesse. Et la raison pour laquelle il a découplé l'or de la monnaie était de payer la guerre du Vietnam. En l'absence de l'étalon or, il n'y a aucun moyen de protéger l'épargne de la confiscation par l'inflation. Alan Greenspan. Le dollar perdra considérablement son pouvoir d'achat. Plus ils impriment, plus il se dilue. Et avec le Bitcoin, vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. Et donc, les gens qui comprennent que le concept de masse monétaire est le moteur de l'inflation, alors ils comprendront pourquoi le Bitcoin est supérieur. Ainsi, un seul politicien ayant la capacité d'imprimer de l'argent peut tourner les employés contre les employeurs, les clients contre les fournisseurs. Il peut retourner n'importe quelle industrie contre n'importe quelle autre. Il y a des gens qui se révoltent dans la rue. Et généralement, les gens ne réalisent pas que c'est le gouvernement qui a créé la détresse. Et ils blâment le commerçant, les policiers ou la personne dans la rue pour avoir causé leurs problèmes. Et donc vous avez une violence inutile, vous avez une tragédie humaine, des entreprises qui s'effondrent, des familles qui s'effondrent, des gens qui perdent la vie. Et tout cela dû au fait que l'économie est, en substance, en train de s'effondrer, parce que l'énergie est drainée hors de la monnaie. Il y a eu tellement de dégâts causés par la défaillance du système monétaire au cours des 50 dernières années et de plus en plus de gens se sentent laissés pour compte. Si vous travaillez pour gagner votre vie, vous êtes payé un salaire, vous êtes une sorte d'esclave. C'est un mot dur et cela nous met mal à l'aise. Mais c'est vrai dans le sens où on vous donne une certaine somme d'argent pour votre temps et vos efforts. Par conséquent, vous n'avez pas le temps pour la créativité et l'innovation car vous ne faites que votre travail, vous ne faites que exécuter des tâches. Eh bien, une partie de cela est parce que votre argent, avec lequel vous êtes payé, devient moins précieux chaque jour. On vous a vendu une facture de bien que l'inflation est bonne pour vous. C'est absurde. Pourquoi la dévaluation de mon argent durement gagné devrait-elle être bonne pour moi? Ça n'a aucun sens. Ce sont les personnes qui se trouvent au sommet qui en profitent. Comment vont-ils avancer s'ils opèrent sur ce système qui ne préserve pas leur énergie, leur travail et leur temps? Donc on dirait que nous sommes tous en train de nous faire rouler dans la farine. J'ai un pressentiment, c'est l'inflation qui profite de nous. Mais qu'est-ce que l'inflation au juste?
L'inflation est une imposition sans législation. Milton Friedman. Il existe deux types d'inflation. Il y a une inflation due à des cas de force majeure, malheureux. Donc, si le système monétaire fonctionne parfaitement, et s'il y a une tornade ou un ouragan, et qu'il y a une pénurie temporaire de biens et de services, alors les prix augmenteront. Et donc, c'est l'inflation physique. Mais il y a une autre forme d'inflation qui est l'inflation monétaire. Et c'est beaucoup plus courant. Et c'est généralement la source de 98% de l'inflation dans le monde, la grande majorité. Et c'est à ce moment-là que tous les biens, services et actifs d'une société sont évalués dans une monnaie qui est, en soi, inflationniste. Donc, si j'ai des prix en dollars et que je double l'offre de dollars, l'offre de maison n'augmente pas, mais l'offre de dollars augmente. Donc les prix doubleront probablement au fil du temps. En règle générale, surtout si vous traversez une hyperinflation, les salaires ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Et donc, l'inflation se transforme en pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas acheter suffisamment pour nourrir votre famille. Le revenu moyen dans ce pays est maintenant de 5 000 $ de moins que le coût moyen de la vie. Le coût des besoins fondamentaux, de la nourriture, du logement et du transport est maintenant de 5 000 $ de plus que ce que gagne une personne moyenne. Ce qui signifie que si vous faites partie de cette catégorie, qui est celle de la plupart des Américains, vous ne pouvez plus joindre les deux bouts. Ici, aux États-Unis, ils visent une inflation de 2%. Ils disent littéralement « Nous voulons voler environ 2% de votre pouvoir d'achat chaque année ». Et puis nous avons des années comme celle-ci, où le taux d'inflation est de 7, ou 8, ou 9%, plus élevé que la normale. Cela signifie qu'ils volent notre pouvoir d'achat encore plus rapidement. Donc il n'y a pas d'unité de compte honnête pour eux, c'est juste un système basé sur le crédit. Ils font juste des chiffres différents sur leur feuille de calcul et ils disent « Vous savez quoi ? Nous allons créer beaucoup plus de crédit cette année. Nous allons détruire beaucoup plus de pouvoir d'achat. Et ce sont les citoyens du pays qui paient pour cela. Nous payons pour que notre gouvernement prenne des décisions irresponsables. Alors oui, je pense que c'est très immoral. » À ce stade, il devient très difficile pour les gens de rattraper leur retard. Nous voyons de plus en plus de personnes occuper plusieurs emplois juste pour joindre les deux bouts. Nous voyons plus de ménages à double revenu. Il y a moins de ménages où il n'y a qu'une seule personne qui travaille et une personne qui reste à la maison et gère le ménage et la famille. Maintenant, tout le monde travaille. D'accord, si je comprends bien, nous utilisons le talent que Dieu nous a donné et travaillons vraiment dur, et notre argent nous achète de moins en moins de choses chaque année ? Je n'aime pas cette idée. Alors comment le gouvernement crée-t-il de l'argent ? On va l'imprimer de manière numérique. Donc en tant que banque centrale, nous avons la capacité de créer de l'argent numériquement. Nous imprimons également la monnaie réelle et nous la distribuons par l'intermédiaire des banques de la Réserve fédérale. L'inflation confère des gains aux émetteurs de monnaie. Banque de réserve fédérale de Saint-Louis, 1975. Le système financier actuel a été construit pour l'élite. Il a été construit pour s'assurer que ceux qui contrôlent les institutions et ont une grande quantité d'argent peuvent faire encore plus de profit, au détriment des citoyens ordinaires qui sont de la classe ouvrière. Le système financier actuel a été conçu pour promouvoir la richesse d'une minorité. C'est pourquoi cette minorité fait tout son possible pour décourager les gens d'utiliser le Bitcoin, car elle sait qu'elle finira par perdre ce privilège qu'elle détient depuis des siècles. Nous ne pouvons donc pas faire confiance à l'argent pour nous dire avec précision combien de valeur nous créons. Il n'est donc pas difficile de voir comment nous passons de ce monde à un monde où beaucoup de gens ne savent même pas combien ils valent pour le monde. Et cela permet aux tyrans du monde entier d'intervenir plus facilement et de dire « Nous vous dirons combien vous valez ». Une personne qui travaille honnêtement mérite un salaire, qui lui permettra de maintenir son style de vie à un niveau de base. Et si ce n'est pas le cas, alors nous avons un problème en termes de fonctionnement de notre structure économique. Et il y a beaucoup de gens qui occupent plusieurs emplois afin de répondre à cette norme. Et c'est probablement une indication que nous avons un problème. Ce n'est pas une bonne gestion que de me mettre dans une position où j'acquiers tellement de dettes que je ne peux pas subvenir à mes besoins. Et nous avons des gens qui font ça tout le temps. Et nous avons des gens qui, d'une certaine manière, promeuvent l'idée que vous pouvez vivre de cette façon.
Les incitations existent pour que la Fed fournisse des crédits extrêmement bon marché aux banques et que celles-ci les majorent un peu, parce que c'est rentable pour elles, et qu'elles offrent ensuite ce crédit à un prix très bas, créant ainsi des esclaves endettés ou des serviteurs sous contrat pour chaque Américain et toute autre personne dans le monde à qui elles peuvent prêter et qui est reliée au système bancaire occidental. Ce ne sont que les incitations du système que nous avons aujourd'hui. Alors, notre système monétaire était-il conçu pour siphonner la richesse de la classe ouvrière? L'argent est devenu des scories. Ton vin est mêlé avec de l'eau. Isaïe 1,22. Si nous remontons à l'époque médiévale, et peut-être un peu plus tôt, nous pouvons voir comment l'argent a émergé. Ce qui s'est passé, c'est que chaque État-nation, souverain local ou ville-État, avait tendance à émettre sa propre monnaie. Et deux choses ont eu un impact sur la fiabilité, la durabilité et l'efficacité de cette monnaie. L'une était de savoir si l'émetteur de la monnaie, qu'il s'agisse d'un noble ou d'un roi, ou s'il s'agissait d'un gouvernement constitué, pouvait, pour reprendre l'expression d'Isaïe, résister à la tentation de diluer la monnaie. Et c'est une énorme tentation. Cela ne fait aucun doute. J'aime utiliser un dollar en argent comme exemple. Alors, quand ce dollar a été créé, n'est-ce pas? Il valait $1. En fait, pendant un certain temps, vous pouviez prendre un billet en dollars d'argent américain et l'échanger contre $1, pas vrai? Donc avant, c'était $1. Aujourd'hui, je viens de vérifier et il faut 38 $, des dollars papier, des billets en dollars de la Réserve fédérale pour acheter $1 d'argent. Cela vous donne une idée de la destruction du pouvoir d'achat. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans le monde après confinement, toutes les banques centrales du monde entier ont imprimé des tonnes et des tonnes d'argent et cela n'a tout simplement aucun sens. Et donc les gens disent, eh bien pourquoi les prix des logements deviennent-ils fous? Et pourquoi les prix alimentaires deviennent-ils fous? Eh bien, c'est de l'inflation. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'inflation. L'inflation se produit lorsqu'il y a une demande excessive pour une offre limitée, donc le prix augmente. Il s'agit d'une dévaluation de la monnaie. Les poids et mesures étaient donc le moyen de dire, si j'ai une livre de quelque chose, je vous donnerai une livre de ceci, ou l'équivalent. Et il y a une véritable mise en garde dans les Écritures, dans le Deutéronome, le Lévitique, en particulier dans la loi mosaïque, et plus tard dans le livre d'Isaïe et le livre des Proverbes. Ils parlent de choses semblables, et ils utilisent beaucoup de métaphores, comme diluer le vin avec de l'eau. Comment peut-on imaginer une politique inflationniste, où l'on gonfle la quantité d'argent dans l'économie, parce que l'on contrôle les presses à imprimer? Malheureusement, à mesure que les gouvernements abandonnent toute moralité en ce qui concerne la préservation de la valeur de la monnaie, pour laquelle ils exercent un contrôle et une responsabilité, il est de plus en plus impossible de compter sur ce type de stabilité. Et dans cette optique, nous nous demandons si le Bitcoin est un véhicule d'investissement ou un véhicule d'échange. Ou si nous devons peut-être le considérer comme les deux à la fois. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. John Connally, secrétaire au Trésor du président Nixon, 1971. Il n'y a aucune différence mécanique réelle entre vous et moi qui construisons une machine à imprimer des dollars, qui fabriquons de faux billets de $100 et qui essayons de les amener dans le monde et de les échanger contre des biens et des services. Il n'y a aucune différence entre ce que vous et moi faisons et ce que la Réserve fédérale fait par milliers de dollars. C'est l'un des principaux facteurs qui contribuent à l'enrichissement des riches et à l'appauvrissement des pauvres. Ce qui est particulièrement flagrant avec la monnaie fiduciaire, c'est qu'elle peut couvrir le vol au nom de l'élaboration des politiques. Alors que les monnaies électroniques, basées sur des algorithmes, ne peuvent pas le faire. Si vous pensez aux citoyens moyens, il est très difficile de planifier votre vie. Si je ne sais pas ce que la Banque centrale va faire le mois prochain, encore moins dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. J'utilise l'exemple des baby boomers, pas vrai? Baby boomers, quand nous étions jeunes, nous pensions que $500 000 serait une excellente somme d'argent pour prendre notre retraite. Et maintenant, tout à coup, il semble que $500 000 est loin de ce que vous devriez vraiment avoir à la retraite. Eh bien, la raison en est la destruction systématique du pouvoir d'achat de ces dollars.
Donc, cela rend tous les baby boomers et tous les citoyens plus dépendants du gouvernement. Et c'est très bon pour le gouvernement. Ainsi, non seulement les gens ne peuvent pas prendre leur retraite, mais ils ne peuvent même pas commencer leur vie. Un homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Genèse 2:24. La volonté de Dieu est que nous soyons féconds et que nous nous multiplions. Et une décision ou un facteur qui a un impact sur la décision de nombreuses personnes d'avoir des enfants est leur situation financière. Et l'état de notre économie a vraiment dévasté, en particulier l'épargne des jeunes. Et j'ai de nombreux amis qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas en avoir plus parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc je pense que l'inflation peut avoir un impact sur la décision de certaines personnes d'avoir des enfants ou non. Et je pense que c'est vraiment triste. J'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai remis à plus tard le fait d'avoir une famille. Je me suis demandé si je pourrais un jour me payer un logement. De plus en plus de gens de ma génération vivent à la maison avec leurs parents et se noient dans la dette de prêts étudiants. Les milléniaux comme moi perdent espoir que l'avenir sera celui qu'ils pourront se permettre. Pour la première fois, nous avons une génération qui est moins bien lotie que celles qui l'ont précédée. Rien de tout cela ne semble juste, parce que ce n'est pas le cas. Le système est truqué contre nous. Nous vivons dans un système où nous sommes obligés d'utiliser une certaine monnaie. Dans notre cas, disons le dollar américain. Nous n'avons pas choisi d'utiliser le dollar américain. Nous n'avons pas eu de vote sur la question de savoir si nous allions utiliser le dollar américain. Nous sommes obligés d'utiliser le dollar américain. Et ce dollar américain est contrôlé par des organisations politiques qui prennent des décisions politiques au profit des autres. Des décennies de politiques probablement bien intentionnées ont conduit au pire niveau d'inégalité des revenus et de concentration de la richesse que nous ayons vu depuis les années 1920. Et à ce stade, nous avons des politiciens qui jettent simplement le blâme. Ils viennent et disent « je vais réparer ça ». Mais malheureusement, ils ne peuvent pas réparer ça. Parce que pour que le système continue, ils doivent continuer à imprimer de l'argent. Et plus ils continuent à imprimer de l'argent, plus la concentration de la richesse augmente. Et plus le système devient injuste et inégalitaire. D'accord, donc clairement, il y a un problème et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais y en a-t-il une ? Si la défaillance de la monnaie en est la cause, comment pouvons-nous réparer ça ? De plus en plus de gens disent que la solution est le Bitcoin. Mon point de vue est que le Bitcoin corrige tout. Et le Bitcoin concerne la communauté. Cela paraît sain. On a l'impression que cela fait quelque chose de bien pour la société. C'est quelque chose de non politique. Il n'est lié à aucun groupe ou autre. Ce n'est pas lié aux républicains, ce n'est pas lié aux démocrates, ce n'est pas lié aux libertaires. Il est ouvert à tous et gratuit pour tous. Tout le monde peut faire partie de l'économie Bitcoin. C'est comme une bonne église. Une bonne église dit « N'importe qui, entrez, venez faire partie de notre communauté, faites partie de notre famille. » Le Bitcoin, c'est ça. Ainsi, nous ne pouvons faire confiance qu'aux systèmes qui ne peuvent pas être discriminatoires. Et le Bitcoin est puissant d'une manière telle que c'est l'argent qui ne discrimine pas en fonction de la race, du sexe, de l'origine ethnique ou même de la situation géographique. Une personne détenant du Bitcoin au Togo, aujourd'hui, aura la même valeur qu'une personne détenant la même quantité de Bitcoins aux États-Unis. Je ne suis pas un technicien, je suis vraiment horrible avec la technologie. Une fois que j'ai compris ce que c'était une blockchain, la blockchain est l'intégrité. Le Bitcoin est basé sur l'intégrité. C'est pourquoi j'appelle ça l'argent des gens. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Le Bitcoin n'est pas ce contrôle centralisé de l'économie. Le Bitcoin est construit pour le peuple, par le peuple. Si vous considérez le nombre d'étapes nécessaires à un commerçant pour vendre un bien à un consommateur, dans le monde traditionnel d'aujourd'hui, cela prend 9 étapes. Et ce que le réseau Bitcoin fait, c'est de prendre 7 de ces étapes. C'est du peer-to-peer. Ces étapes, soit dit en passant, sont dominées par les preneurs de péage. Ils prennent des frais. Et donc, jusqu'à 3%, parfois plus de la transaction, qui peut en fait être sauvegardée à la fois par le commerçant et le consommateur. L'un de mes aspects préférés du Bitcoin est l'offre limitée de 21 millions. Je pense qu'avoir quelque chose qui ne peut pas être changé le rend si puissant. Et cela fait apprécier les gens, tout comme leur temps est limité.
leur propre richesse personnelle est limitée. Quand ils voient que le montant de Bitcoin est limité à 21 millions, cela leur fait vraiment comprendre la différence entre le Bitcoin et toutes les autres devises, toutes les monnaies fiduciaires qui n'ont pas cette limite. Donc cette clé est ce qui rend Bitcoin spécial. Le Bitcoin est un instrument au porteur numérique et vous pouvez penser à un instrument au porteur comme celui qui le détient, le possède. Donc si je marche et que je trouve un billet de 10 $ sur le sol et que je le ramasse, à qui appartient-il? À moi, parce que je le tiens en main maintenant. Si je vous le donne, à qui appartient-il maintenant? Vous le possédez, parce que vous l'avez en main. C'est un instrument au porteur, celui qui le détient le possède. Comment y parvenir dans un monde numérique? Eh bien, ce n'était pas possible avant le Bitcoin, car le Bitcoin résout ce qu'on appelle le problème de la double dépense. Pensez-y lorsque vous prenez une photo sur votre téléphone et que vous l'envoyez à votre ami. Vous avez toujours cette photo sur votre téléphone, puis sur le téléphone de votre ami. Si je veux envoyer de l'argent à mon ami, de peer-to-peer, de manière numérique, il est vraiment important que lorsque je l'envoie, il quitte mon appareil et qu'il soit uniquement sur leur appareil. Sinon, vous avez ce qu'on appelle une double dépense. Et c'est là que vous pouvez dépenser 2 fois la même pièce de monnaie encore et encore. Cela ne fonctionne pas pour l'argent. Ainsi, le Bitcoin a résolu ce dilemme informatique vieux de plusieurs décennies, appelé le problème de la double dépense. Et cela permet le transfert d'argent peer-to-peer sous une forme numérique pour la première fois. Ce que fait le Bitcoin, c'est qu'il vous redonne cette capacité d'être votre propre banque, de garder vos propres fonds, de dépenser de l'argent, mais comme nous le faisons avec les billets d'1 $ maintenant, mais de manière numérique et virtuelle. C'est vraiment puissant. Donc pour récapituler, il n'y a que 21 millions de Bitcoin et le réseau vous donne un contrôle total sur votre argent. Et maintenant, certains des entrepreneurs les plus prospères se sont lancés dans le Bitcoin. Si vous regardez ce qu'est l'or, commençons par là. Personne ne porte de lingots d'or, mais certaines personnes se sentent plus à l'aise de détenir de l'or que de l'argent. Mais la réalité est que personne ne possède réellement d'or, n'est-ce pas? Ils n'en sont pas physiquement propriétaires. Certaines personnes ont des pièces de monnaie, mais c'est une exception. Et donc l'or lui-même n'est en fait qu'une transaction numérique qui est stockée dans un grand livre quelque part. Il se trouve simplement qu'il figure sur un grand livre fiduciaire, c'est-à-dire une base de données traditionnelle détenue par l'acheteur d'or, qu'il s'agisse d'une banque d'investissement ou de toute autre institution. Il existe de nombreuses organisations intégrées verticalement qui contrôlent votre accès, votre distribution et votre capacité à utiliser la propriété traditionnelle de l'or. Le Bitcoin est très similaire à bien des égards, sauf que la propriété est stockée dans un portefeuille qui, si vous avez votre propre portefeuille, est stocké sur la blockchain Bitcoin. Par exemple, les dollars ne sont pas une grande réserve de valeur, parce que nous devons avoir confiance que le gouvernement n'en imprimera pas plus. Avec l'or, personne ne contrôle la production d'or. Nous savons donc que son émission n'est contrôlée par aucune partie et qu'elle nécessite du travail. L'or est une sorte de travail où vous devez le déterrer du sol, et le Bitcoin a certaines de ces mêmes caractéristiques. Le Bitcoin en tant que réserve de valeur est génial parce que vous pouvez le transporter dans votre propre portefeuille. Vous pouvez le porter à froid, ce qui est un énorme avantage. Vous pouvez être n'importe où dans le monde et vous avez la possibilité de le transférer ou de l'utiliser. C'est un énorme avantage. Vous pouvez le transférer ou l'acheter à d'autres en quelques secondes. C'est un énorme avantage. Et vous pouvez le transférer comme moyen de paiement à bien des égards et c'est un énorme avantage. Ces avantages sont légitimes et offrent aux gens de bonnes raisons de l'utiliser. Et si vous êtes un spéculateur ou que vous l'utilisez uniquement comme réserve de valeur, il est facile à échanger, à stocker, à acheter et à vendre. La raison pour laquelle le Bitcoin est meilleur que l'or est qu'il est plus transférable que l'or. Si vous essayez de déplacer $1 milliard d'or, vous avez besoin d'une armée pour le faire. Et c'est très cher. Si vous avez besoin de déplacer $1 milliard de Bitcoin, vous appuyez sur quelques touches, puis sur envoyer. En 10 minutes, il est transféré à la vitesse de la lumière n'importe où dans le monde. Donc, il est plus portable que l'or. Il est plus divisible que l'or. Vous pouvez donc diviser le Bitcoin jusqu'à 8 décimales. Ainsi, la plus petite unité s'appelle un Satoshi. Donc, il est plus divisible. Si vous essayez de diviser une barre d'or ou une pièce d'or, vous voulez payer Starbucks, vous ne pouvez pas le faire. Donc, plus divisible, plus portable, et c'est plus vérifiable que l'or. Il est difficile de vérifier l'or. Le Bitcoin est facile à vérifier. Il vous suffit de taper la clé dans un explorateur de blockchain. Vous pouvez vérifier que c'est votre Bitcoin.
Donc pour être clair, le Bitcoin est un actif numérique qui se déplace sur Internet sans qu'un tiers comme une banque ou une société de carte de crédit n'approuve la transaction. Allons un peu plus en profondeur. Vous avez probablement entendu parler du terme blockchain. Alors qu'est-ce qu'une blockchain ? Le blockchain fait simplement référence à un grand livre. Ainsi, la blockchain Bitcoin est un grand livre numérique des transactions où tous les ordinateurs du réseau doivent accepter d'ajouter un bloc à ce grand livre. Donc c'est une chaîne, essentiellement de blocs, qui contiennent chacun une liste de transactions sur le réseau Bitcoin. Et l'ensemble de la communauté, essentiellement l'ensemble du réseau, vérifie que ces transactions sont exactes. L'idée d'un grand livre numérique aura plus de sens si nous obtenons une image plus claire du fonctionnement des grands livres. Le Grand Livre n'a rien de nouveau. Il remonte au XIe siècle et a été popularisé à Florence en Italie à la Renaissance, au XIVe siècle et XVe siècle. C'est simplement la façon dont nous gardons une trace de qui possède quoi depuis environ 1000 ans maintenant. Par exemple, lorsque vous déposez de l'argent sur votre compte bancaire, vous avez un crédit sur le côté droit du Grand Livre. La banque a un débit sur le côté gauche du Grand Livre parce qu'elle vous doit ce dépôt lorsque vous souhaitez le retirer. C'est assez simple. Cela devient un peu plus compliqué lorsque vous voulez acheter quelque chose avec l'argent de votre compte bancaire. Maintenant, la banque et le magasin doivent rapprocher votre compte bancaire avec le compte bancaire du magasin pour déplacer l'argent, car ils ont chacun leur propre Grand Livre. Et votre Grand Livre doit se réconcilier avec leur Grand Livre, ce qui peut prendre quelques jours ou jusqu'à 30 jours, comme avec les cartes de crédit. Maintenant, multipliez cela par des milliards de personnes qui déplacent leur argent pour acheter des choses chaque jour. Rappelez-vous, les banques des deux côtés prennent des frais. Tous ces frais de transaction s'élèvent à des milliers de milliards de dollars chaque année. Cela sort de votre poche et des poches des magasins. La beauté du Bitcoin réside dans le fait qu'il s'agisse d'un grand livre universel mis à jour et distribué dans le monde entier toutes les 10 minutes. Mieux encore, il ne nécessite aucun intermédiaire comme une banque, ce qui vous donne un contrôle total de votre argent. Alors maintenant que les grands livres numériques ont du sens, vous vous demandez peut-être comment vous gardez votre Bitcoin en sécurité sur la blockchain. La façon dont je décrirais le stockage du Bitcoin sur une blockchain est comme un système de casier. Donc au lycée, vous aviez un casier. Et votre casier avait à la fois une adresse publique, donc mon casier était C19. Et je peux donner cette adresse à tout le monde. Va mettre cette enveloppe dans mon casier, C19. C'est mon adresse publique. Mais moi seul ai la clé. La clé privée pour ouvrir ce casier et déplacer des choses de l'un à l'autre. La sécurisation de mon Bitcoin ou de ma crypto-monnaie serait donc la même chose, avec cette blockchain, qui est comme un système de casier numérique avec une adresse publique, que tout le monde peut connaître et dans laquelle tout le monde peut déposer, mais dont je suis le seul à détenir la clé pour la déverrouiller. Et lorsque vous stockez vos clés, il y a généralement une phrase secrète que vous devez conserver en lieu sûr, qui est utilisée pour créer votre clé secrète. La façon dont la plupart des gens stockent cela est avec ce qu'on appelle une phrase mnémonique. Et vous avez probablement vu cela, où il s'agit généralement d'une phrase de 12 ou 24 mots. Et chacun de ces mots provient d'une liste de mots spécifiques. Et lorsque vous rassemblez ces mots, 24 mots est le nombre que la plupart des gens utilisent, ce qui correspond à peu près au nombre d'atomes dans l'univers connu. Et donc, nous y stockons une énorme quantité de données aléatoires, qui rendent impossible toute tentative d'intrusion sur le plan informatique. Et c'est cette partie qu'il faut garder à l'abri. D'accord, c'était beaucoup de choses à vous dire. Essayons donc de continuer à simplifier. Le Bitcoin peut sembler compliqué. En même temps, je dirais qu'il est beaucoup moins compliqué en fait si l'on regarde de plus près, de comprendre comment les banques règlent les transactions. Mais la plupart des gens s'en moquent, n'est-ce pas ? Dans la finance traditionnelle, vous appuyez sur le bouton, l'argent va quelque part et finit dans mon portefeuille, sans que personne ne se demande finalement comment il est arrivé du point A au point B. Le Bitcoin est nouveau et je comprends que les gens se posent plus de questions à son sujet en fin de compte, mais avec le temps, j'ai l'impression que la confiance dans la blockchain Bitcoin ainsi que la longévité de la technologie et le fait que le logiciel fonctionne depuis tant d'années feront que les gens cesseront de poser la question. Ça va devenir très normal. Pour résumer, écoutons simplement une définition simple de Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Le Bitcoin est un logiciel qui permet à deux parties d'échanger de la valeur sur Internet de manière transparente et en toute confiance, aussi facilement que l'on envoie un courrier électronique. Nous sommes donc libres d'envoyer des bitcoins via Internet sous forme d'argent sans la permission d'un gouvernement ou d'une banque. Mais vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le Bitcoin et les CBDC dont vous avez entendu parler. Ce qu'est une CBDC, c'est la monnaie numérique de la banque centrale.
Maintenant, qu'essaie-t-il de faire? Et quand je dis « il », je veux dire les banques centrales et le gouvernement. Essaie de prendre le concept de monnaie fiduciaire et de le numériser en dollars numériques. Maintenant, le problème est qu'en permettant à l'État de créer ces monnaies numériques de banque centrale, il crée un mécanisme par lequel le gouvernement peut surveiller chaque transaction effectuée par un individu. Et non seulement ils peuvent surveiller ces transactions, mais cela leur permet de désactiver votre compte bancaire si vous commencez à faire quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord. Il s'agit d'une pente extrêmement glissante qui, si nous permettons au gouvernement de s'engager dans cette voie, a le potentiel d'asservir l'humanité à long terme. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons examiner attentivement, parce que si nous suivons une voie CBDC permettant au gouvernement ce niveau de contrôle, c'est sans précédent. C'est pourquoi nous devrions éviter cela à tout prix et nous en tenir à une norme d'argent dur comme le Bitcoin. La banque centrale serait littéralement en mesure d'annuler toute transaction. Il s'agirait d'une autorisation, et non d'une absence d'autorisation. Et c'est une chose pour Mastercard, par exemple de savoir combien ils ont payé à Walmart l'année dernière. Mais c'est une autre chose pour eux de dire au monde combien vous avez payé chez Walmart l'année dernière. Et c'est un tout autre niveau d'abomination pour eux de dire exactement ce que vous avez acheté chez Walmart l'année dernière. Et je pense que les gens ont largement conscience que le respect de la vie privée est l'enjeu de cette affaire. Je pense que l'avenir de l'argent est vraiment l'un des débats politiques les plus importants que nous ayons aujourd'hui. Et quand on pense à ce que les gens pourraient faire avec une sorte de système monétaire d'état de surveillance orwellien comme une monnaie numérique de banque centrale, c'est vraiment le bien contre le mal. Et le Bitcoin, dans ce cas, est du bon côté. Les pays qui s'accrochent à une CBDC tentent de contrôler leur peuple. Et ce sont des gouvernements faibles. Les leaders faibles sont ceux qui essaient de contrôler tout le monde. Les leaders les plus forts sont ceux qui font confiance aux gens et les libèrent. Le problème que j'ai avec les CBDC, c'est qu'elles sont marxistes. Et ce que je veux dire, c'est que le marxisme de la banque centrale est le système bancaire central. C'est pourquoi je soutiens le Bitcoin. Parce que j'ai vu que la force du Bitcoin venait du peuple et non du gouvernement. Je pense que les CBDC, où qu'elles soient, sont une menace pour la liberté. Tout à fait. Vous voyez des CBDC en Chine en ce moment, où la population essaie d'aller dans un magasin et ils scannent un code QR. Et ils voient dans leur portefeuille que c'est un achat invalide. Parce que peut-être qu'ils viennent d'une région qui est à 150 km de distance, ou ils se rendent dans une pharmacie, et ils ne veulent pas que cette personne ait accès à ce type de médicament, ou de traitement médical. Avec la CBDC, le gouvernement devient programmable et contrôlable, en disant « vous avez le droit de faire ceci » ou « vous n'avez pas le droit de faire cela ». Et on l'a déjà vu se déployer en Chine, et ça a l'air un peu effrayant. Donc, lorsque l'on compare et oppose une CBDC à un Bitcoin, il s'agit avant tout de savoir qui contrôle le grand livre réel. L'un est en fait décentralisé, l'autre ne l'est pas. C'est complètement contrôlé par le gouvernement. Maintenant que vous connaissez la différence entre un Bitcoin et une CBDC, jouons à un petit jeu. Hey, tout le monde, c'est l'heure de l'un de mes jeux préférés, la CBDC contre le Bitcoin. Voici comment nous jouons. Je vais vous lire un titre de notre avenir pas si lointain et vous devez décider est-ce que je décris une CBDC ou un Bitcoin. Vous êtes prêts? D'accord, le premier. Après avoir critiqué le président Macron sur les réseaux sociaux, le portefeuille numérique du pilote français est gelé. Allez, c'est une évidence. CBDC ou Bitcoin? C'est exact, CBDC. Ensuite, un électricien britannique proteste en se voyant refuser une première ronde dans un pub local après avoir dépassé sa limite d'alcool pour la semaine. Lequel est-ce? CBDC? Bitcoin? Bien sûr, il s'agit de la CBDC. Très bien, le dernier. Vous êtes prêts? Puis-je voir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Après l'invasion chinoise, les citoyens taïwanais s'enfuient avec leurs économies dans la tête. Les gardes frontières sont incapables de confisquer leurs richesses. Vous me dites CBDC ou Bitcoin? C'est vrai, le Bitcoin pour la victoire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nathalie, revenons à vous. J'espère que vous vous sentez maintenant plus confiante. Revenons donc à l'idée que le Bitcoin répare tout. Et regardons exactement ce qu'il peut réparer. Je pense qu'il y a un argument moral en faveur de Bitcoin, en ce sens qu'il est destiné au consommateur final, aux citoyens. C'est la forme stable qui ne peut pas être volée, corrompue, manipulée ou gonflée. Et donc, pour un individu, c'est une bonne chose. Il n'avantage pas nécessairement certains gouvernements,
qui veulent pouvoir supprimer, d'un trait de plume ou du canon d'une arme à feu, les comptes bancaires de leurs citoyens. Ainsi, les politiciens vous promettent qu'ils rendront vos maisons plus précieuses, que vous pourrez les utiliser comme distributeurs automatiques et en extraire de la valeur, que vous aurez des emprunts bon marché et des leasing voitures et des téléphones portables bon marché, et que vous gaspillerez et continuerez à consommer, emprunter, dépenser, consommer. Cette situation n'est pas viable. Ce n'est pas viable pour l'harmonie humaine, ce n'est pas viable pour la planète. Cela conduit à une société de marché sans joie qui mesure le PIB et la valeur d'échange par rapport à la valeur de l'expérience, et la valeur de l'expérience est beaucoup plus précieuse pour les êtres humains. Nous ne mesurons pas nos taux d'alphabétisation, nos taux de suicide, nos taux de divorce, notre bonheur, notre pollution dans la mesure du PIB. Nous ne mesurons que la valeur d'échange. Donc tant que les politiciens continuent de dire « Oh, le PIB augmente, donc nous nous en sortons très bien », c'est un problème énorme pour la société et ce n'est pas viable pour notre planète. Donc je pense qu'il est extrêmement important que nous considérions une forme saine d'argent comme un changement fondamental pour notre système financier et monétaire, car cela nous remettra sur la même longueur d'onde. Alors comment tout cela nous ramène-t-il au jour de Brady Bunch? Vous savez où une famille peut-elle réellement vivre d'un seul revenu et avoir une vie équilibrée? Le Bitcoin peut rendre la vie à nouveau abordable et nous permettre de planifier notre avenir. Si l'argent ne perdait pas de sa valeur, imaginez la liberté que nous aurions. Je pense que la réserve de valeur est un concept vraiment intéressant, que les gens essaient finalement de comprendre. Où puis-je mettre ma valeur économique que j'ai obtenue en échange du travail que j'ai fait? Et je ne veux pas seulement qu'ils ne disparaissent pas. Peut-être qu'en fait, ils devraient augmenter en valeur au fil du temps. Et je pense que quelque chose comme le Bitcoin continue de fonctionner au cours des 15 dernières années comme la meilleure réserve de valeur sur la planète. Les gens considèrent l'assouplissement monétaire de la Fed comme une impression monétaire. Et si vous imprimez de l'argent, cela va créer de l'inflation et par conséquent, la valeur de la monnaie saine a tendance à augmenter. Juste au cas où vous n'auriez pas entendu parler de monnaie saine, prenons un moment pour apprendre ce que ce terme signifie vraiment. Qu'est-ce que la monnaie saine? Le terme monnaie saine remonte à l'époque où nous utilisions des pièces d'or comme monnaie. Souvent, pour créer plus d'argent, les rois et les reines mélangèrent des métaux moins chers avec de l'or. De cette façon, ils pouvaient créer une pièce qui ressemblait à de l'or pur, mais qui était vraiment diluée. Et cela leur a permis de créer plus de pièces avec la même quantité d'or. Ainsi, au lieu que 10 onces d'or puissent créer 10 pièces, ils pouvaient maintenant utiliser ces 10 onces d'or mélangées à des métaux indésirables et créer 14 pièces. C'était un vol très sournois de l'argent du peuple. Le public s'est rendu compte de cette arnaque et a trouvé un moyen simple mais intelligent de tester si ces pièces étaient pures. S'il les laissait tomber, une pièce d'or pure émettrait un son différent de celui d'une pièce diluée. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de monnaie saine, nous entendons de l'argent qui ne peut pas être dilué. Le Bitcoin est la forme d'argent la plus solide que les humains aient jamais créée, car peu importe à quel point quelqu'un essaie, vous ne pouvez pas diluer le Bitcoin en créant plus. Il n'y en aura jamais que 21 millions pour toute l'histoire de l'humanité. Donc parce que le Bitcoin ne peut pas être réimprimé, il nous donne de l'argent en qui nous pouvons avoir confiance. De plus, il est inclusif et ouvert à tous dans le monde entier. Si vous faites partie des 50% de la planète qui n'ont pas de compte bancaire, vous êtes coupé de l'économie mondiale. Vous ne pouvez pas faire vos achats sur Internet si vous n'avez pas accès à une carte de crédit ou à une forme de paiement numérique. Il y a donc un grand nombre de personnes dans le monde qui sont exclues du système financier et de la capacité à améliorer leurs conditions de vie. Le Bitcoin est conçu, en fin de compte, pour remplacer à la fois le système monétaire et le système financier. C'est un système basé sur les mathématiques où, à la base, il essaie de supprimer la politique de l'argent. La belle partie à ce sujet est que n'importe qui, n'importe où dans le monde peut utiliser le Bitcoin à tout moment pour n'importe quelle raison. Personne ne peut les censurer, personne ne peut les arrêter, personne ne peut leur dire que leur utilisation de l'argent est mauvaise ou interdite. Personne ne va changer les règles à mi-parcours et tout le monde fonctionne selon les mêmes règles. Peu importe si vous êtes milliardaire, peu importe si vous êtes président, peu importe qui vous êtes, vous avez exactement les mêmes droits au sein du système Bitcoin que la personne qui gagne $1 par jour. Est-ce que je crois que cela peut aider les gens à sortir de la pauvreté et leur donner la possibilité de faire des affaires là où ils n'étaient pas en mesure de le faire auparavant? Oui, et c'est certainement le cas dans le monde entier où les gens ont eu accès à un système financier auquel ils n'avaient pas accès auparavant. Par exemple, parler d'inclusion financière. Le système financier actuel
empêche un grand nombre de personnes d'accéder aux services financiers. Si vous regardez un continent comme l'Afrique, l'une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas sortir de la pauvreté est que les monnaies de tous les pays d'Afrique sont soit complètement défaillantes, soit complètement défectueuses, soit elles sont affaiblies et elles détournent continuellement l'énergie économique de la classe ouvrière et des entreprises de ces économies entre les mains des politiciens qui contrôlent les monnaies corrompues. En substance, vous n'avez aucun espoir d'accumuler de la richesse. Si vous êtes payé dans une monnaie défectueuse et que la monnaie s'effondre continuellement. Non seulement le Bitcoin permet aux gens d'être leur propre banque, mais c'est la seule forme d'argent qui nous donne des droits de propriété numérique. Le Bitcoin est très transformateur, car il donne un nouvel ensemble de blocs de construction. Nous ne savons pas toutes les choses que nous pouvons construire avec ces blocs de construction, mais ce que nous savons, c'est que c'est peut-être le problème le plus ancien de l'humanité, c'est-à-dire comment sécuriser ma propriété de manière à ce qu'elle ne puisse pas être volée. La capacité d'une personne à avoir tous les droits sur l'argent qu'elle a gagné, qu'elle a créé, sans interférence d'une entité plus puissante. Qu'il s'agisse d'un groupe, d'un gang, d'un gouvernement ou de toute autre chose qui pourrait utiliser la force contre elle. C'est un énorme avantage et un énorme atout. Venant de l'ex-Union soviétique, mes parents ont amené ma famille en 1989. J'avais 7 ans avec ma sœur et nous avons quitté l'Union soviétique parce que beaucoup de gens savent que c'était un régime très oppressif. Les choses étaient rares, les biens étaient rares, les gens n'étaient pas vraiment libres de faire ce qu'ils voulaient. Les informations étaient très strictement contrôlées. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que lorsque nous sommes partis, le gouvernement a pu échanger environ $100 par personne. Pour ma famille de 4 personnes, cela signifiait que nous étions partis avec $400 dans nos poches. Et c'est tout ce que nous pouvions emporter avec nous. Sinon, notre option était d'échanger ces roubles soviétiques dans la rue, qui n'avaient fondamentalement aucune valeur. Si nous avions eu Bitcoin de retour en Union soviétique en 1989, nous aurions pu prendre notre travail acharné et tout ce que nous avions fait avec nous. Cette valeur que nous avions gagnée. Si vous vous présentez à l'aéroport avec tout votre argent, dans tout autre État-nation, soit ils vous arrêtent, soit ils vous renvoient chez vous, ou plus probablement, ils prennent votre argent et vous renvoient chez vous. Pas vrai? Essayez de vous promener dans un aéroport dans la plupart des pays avec $1 million d'or dans votre sac à dos et voyez jusqu'où vous allez. Vous ne pouvez même pas vous en sortir avec plus de 10 000 de quoi que ce soit. Les gouvernements ont capturé le capital de leurs citoyens. Et s'ils peuvent vous forcer à utiliser la monnaie pendant qu'ils ont capturé le capital, ils peuvent simplement saisir autant de votre capital qu'ils le souhaitent en dévaluant la monnaie de manière plus agressive. Le Bitcoin inverse cet équilibre du pouvoir parce que maintenant, pour la première fois, vous pouvez stocker votre capital dans un portefeuille matériel ou dans un ensemble de clés privées et vous n'avez pas à le déplacer physiquement dans l'aéroport ou sur un bateau. Vous pouvez réellement le déplacer dans le cyberspace avec 12 mots. Vous pouvez envoyer tout le capital numérique du pays via un message WhatsApp. Il y a une phrase célèbre, une société armée est une société polie. Lorsque les citoyens sont désarmés et que le gouvernement est la seule entité avec des armes, alors une personne peut simplement voler tous les biens. Et quand 95% des citoyens meurent de faim, ce n'est pas un problème tant que 1% des gens ont des armes et que vous nourrissez les 1% avec des armes, vous pouvez toujours contrôler le pays. Et c'est ce qui s'est passé dans de nombreux pays. En Corée du Nord, à Cuba, au Zimbabwe, etc. Le Bitcoin arme économiquement tout le monde. Comme pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez riposter. Vous pouvez en fait stocker votre énergie économique et la protéger avec de la cryptographie et un mur de 300 exAH d'énergie cryptée. Et aucun maire, gouverneur ou pays ne peut vous la confisquer, quelle que soit la quantité d'armes dont il dispose. Et qu'est-ce qui se passe alors? Si je ne peux pas vous la prendre de force, je dois négocier avec vous. Et cela signifie qu'au lieu de tout perdre, je vais essayer de vous parler gentiment ou de négocier avec vous pour que vous me donniez la moitié. Et nous appelons cela la taxe. Si nous voulons sortir les gens de la pauvreté, nous devons leur donner des droits de propriété.
Nous devons leur donner des économies qui leur appartiennent. Nous devons leur donner un moyen de créer de la richesse, de créer des entreprises, de conserver cette richesse et de la transmettre à leurs enfants afin qu'ils puissent créer plus de richesse. Et c'est ce que Bitcoin fournit. Le Bitcoin autorise, pour la première fois, les droits de propriété numérique. Car il s'agit du premier instrument aux porteurs numériques au monde. Cela permet aux gens d'avoir non seulement la propriété, mais aussi le contrôle. Mais ce qui est également essentiel à une société libre, c'est la liberté économique. Si vous n'avez pas le choix de la façon dont vous dépensez ou économisez votre argent, vous ne vivez pas dans une société libre. Avant la crypto-monnaie, vous aviez besoin d'une banque pour vous permettre de construire quelque chose et de le mettre sur Internet. Mais maintenant, nous avons de l'argent natif d'Internet, ce qui permet au monde entier de participer à une économie mondiale. En fin de compte, le Bitcoin est un moyen de lutter contre la tyrannie, de lutter contre la corruption. Lorsque vous prenez le contrôle du système monétaire des mains de quelqu'un et le rendez accessible à tous, c'est un système plus sûr. Le Bitcoin fournit un moyen pour que l'abondance acquise grâce à la technologie soit largement distribuée à la société qui est alignée sur le meilleur de l'humanité plutôt que sur le pire de l'humanité. Le Bitcoin est une valeur que tout le monde peut reconnaître. Et déjà 100 millions de personnes reconnaissent cette valeur. Il y a eu ce moment où j'étais assis là et j'ai mis le Bitcoin sur un grand livre. Et j'ai regardé ce grand livre et j'ai pensé, c'est mon argent. Mon argent est là. Il ne s'agit pas de rester dans une banque, d'attendre une ruée vers la banque pour faire faillite ou de permettre à un banquier de faire fortune avec mon argent. C'est ici. Je sais où est mon argent. Je pense que cela donne du pouvoir à l'individu. Je pense que cela donne du pouvoir aux gens. C'est pourquoi les gens trouvent tant d'espoir dans le Bitcoin. Cela nous redonne le contrôle de notre temps, de notre énergie et de nos vies. Donc je pense que l'aspect le plus transformateur de Bitcoin est vraiment presque une expérience socio-économique. Tous les utilisateurs d'une monnaie peuvent contrôler le système monétaire, n'est-ce pas ? Ou avons-nous besoin d'une poignée d'élus pour nous dire ce que devrait être la politique monétaire ? Si une majorité des utilisateurs de Bitcoin et les personnes qui l'exploitent décident de changer la politique monétaire, ils le peuvent. Le Bitcoin a résolu la décentralisation et la sécurité. Et c'est la première fois que la décentralisation et la sécurité ont été résolues. Et pour tous ceux qui se sont lancés dans le Bitcoin, la lecture du livre blanc Bitcoin est généralement le point d'inflexion, où il s'agit d'un document de 9 pages, très facilement compréhensible, qui expose ce qu'est maintenant l'ensemble de l'écosystème de la crypto-monnaie. L'idée fondamentale est que nous pouvons avoir un système financier dans lequel les individus ont réellement le contrôle de leur argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les intermédiaires qui ont posé problème lors de l'effondrement financier de 2008. Quand j'ai vu cela en tant qu'ingénieur, je me suis dit « Waouh, c'est l'une des choses les plus habilitantes que je pouvais imaginer ». La chose la plus importante est la façon dont cela réorganise le comportement humain, n'est-ce pas ? Parce que pendant des milliers d'années, la plupart des choses se sont passées de manière fiable. Vous deviez faire confiance à quelqu'un pour effectuer une transaction. Vous deviez faire confiance à quelqu'un pour stocker votre richesse. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez utiliser le Bitcoin et vous n'avez pas vraiment besoin de faire confiance à qui que ce soit. Il suffit de faire confiance à l'algorithme. Vous devez faire confiance au code logiciel. Vous devez faire confiance aux règles du système. Et donc, le Bitcoin est ce système très transparent basé sur du code et basé sur des règles. Il ne vous oblige pas à faire confiance à une banque, à faire confiance au gouvernement, à faire confiance à votre voisin même. Vous pouvez l'utiliser pour faire des affaires avec un ennemi, vous pouvez l'utiliser pour faire des affaires avec un ami. Je pense que le fait que personne ne peut contrôler ou manipuler le Bitcoin, et que tout le monde doit jouer selon le même ensemble de règles, et qu'il n'y a pas de chef, je pense que cela le rend intrinsèquement très moral. Qu'il n'y a personne qui obtienne un avantage injuste spécial dans le Bitcoin. Et c'est différent du système actuel que nous avons aujourd'hui, où celui qui est le plus proche de la planche à billets en profite de manière essentiellement disproportionnée. Et je pense donc que le Bitcoin peut rendre le monde meilleur, en rendant le système plus équitable et plus inclusif, et qu'il contribuera à remédier à certaines divisions, à la polarisation et à la concentration des richesses que l'on observe aujourd'hui. Il y a tellement de problèmes que le Bitcoin peut résoudre. Cela peut même empêcher ceux qui sont au pouvoir de prendre notre argent ou de nous faire taire. La première chose qui arrive quand on va contre le gouvernement, c'est une dictature. Ils vous retireront l'accès à votre argent, il n'est même pas nécessaire que ce soit une dictature. Justin Trudeau, au Canada, a travaillé avec les banques pour bloquer les comptes bancaires des routiers. Ils protestaient contre les restrictions liées à la Covid qui leur ont été imposées au Canada. Et ils utilisaient les banques pour ce faire.
Cela était en fait considéré comme illégal au Canada, mais néanmoins, Trudeau l'a fait. Les banques s'y sont conformées et elles ont commencé à étouffer les manifestations en limitant l'argent. Le gouvernement prend des personnes qui n'ont jamais commis aucun crime et qui n'ont pas été inculpées d'un crime, ou bien sûr qui n'ont jamais été reconnues coupables d'un crime, et les punit pour avoir critiqué les politiques gouvernementales, et les punir d'une manière presque pire que l'emprisonnement parce que si vous ne pouvez pas accéder à votre compte bancaire, vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, vous ne pouvez pas acheter d'essence, vous ne pouvez pas payer votre crédit immobilier. Parce que si le gouvernement a la capacité de vous affamer à mort, de vous empêcher de trouver du travail, de vous empêcher de vous abriter, alors il a la liberté essentiellement pour toute atrocité. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder plus sérieusement le Bitcoin comme une monnaie qui pourrait être utilisée pour échapper au système de surveillance du gouvernement. En travaillant à Moscou, lorsque nos comptes bancaires ont été bloqués par le régime, nous avons pu poursuivre nos activités grâce à l'épargne Bitcoin. Fondamentalement, le Bitcoin nous donnait la liberté d'action et la liberté d'expression à l'époque. Le gouvernement américain a la capacité discrétionnaire de désactiver efficacement les économies de nations entières à la fois. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Afghanistan, pour le meilleur ou pour le pire, après que les talibans aient pris le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait avec la Russie en février de cette année. Encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire. Vous pourriez dire, eh bien, ce sont les objectifs stratégiques des États-Unis. C'est bien, mais ce qu'ils font, c'est confisquer les économies de nations entières. Et c'est juste une dynamique fondamentalement injuste. Pas vrai. Vous mélangez les objectifs politiques avec l'épargne des gens. Et cela a conduit à la misère, à mon avis. Les gouvernements peuvent, à tout moment, décider qu'ils ne vous aiment pas, ni moi, ni quelqu'un d'autre, et sanctionner. Si nous appelions les sanctions par leur nom, n'est-ce pas ? Sanctions financières, enfants affamés, vous coupez fondamentalement l'approvisionnement en biens et services d'une population. Nous n'aimerions probablement pas ça non plus. Mais quand nous parlons de sanctions économiques, qu'il s'agisse de Vénézuéliens, de Russes ou de n'importe qui d'autre, les gouvernements les glorifient presque, parce qu'ils disent « Eh bien, nous savons mieux, nous savons ce qui est le mieux ». Mais censurer quelqu'un parce qu'il a des points de vue différents ou un style de vie différent, ou une perspective différente sur la façon dont le monde devrait interagir, ce n'est pas vraiment notre travail. Donc PayPal a publié cette politique où ils ont dit « Si vous dites quelque chose en ligne que nous n'aimons pas, de la désinformation ». Ce qui, bien sûr, comme nous l'avons découvert au cours des 2 dernières années, a été qualifié de désinformation. Mais si vous faites de la désinformation, ils peuvent retirer 2500 de votre compte. Ce n'est pas votre argent. Bien sûr, ils ont reçu des réactions négatives massives et ont déclaré « Wow, 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 c'était une erreur, c'était une erreur ». Et ce que nous voyons au Canada, ce que nous voyons avec PayPal, ce que nous voyons avec les banques, c'est que votre argent que vous pensez être votre argent n'est pas votre argent. À tout moment, ils peuvent décider de vous censurer ou de le bloquer s'ils le souhaitent. Et en fin de compte, si nous n'avons pas la capacité de déterminer notre propre avenir pour nous-mêmes ou pour notre famille sur une base monétaire, nous n'avons en fait aucun contrôle réel sur quoi que ce soit dans notre propre vie. Le Bitcoin vous rend acteur de votre vie. C'est pourquoi tant de gens le considèrent comme la force ultime du bien. Je crois absolument que le Bitcoin rend déjà le monde meilleur et continuera de le faire dans les années à venir. Il y a eu beaucoup d'exemples d'effondrement monétaire au cours des 13 dernières années, depuis que le Bitcoin existe. Et nous en avons eu tous les ans. Ainsi, il y a eu des pays majeurs, même à revenus intermédiaires, où la monnaie a effectivement échoué. Et le Bitcoin a été un radeau de sauvetage pour ces personnes. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, j'avais des amis sur le terrain qui essayaient d'aider des gens qui étaient coincés dans des abris anti-bombes, à livrer de la nourriture et de l'eau. Et ils nous ont demandé de les aider financièrement, d'essayer de les aider à acheter plus de fournitures. Un samedi soir, le seul moyen d'obtenir de l'argent en Ukraine était le Bitcoin. Aucune autre technologie ne peut traverser les frontières en dehors des heures de bureau. Nous avons donc été en mesure d'utiliser le Bitcoin pour envoyer là-bas et fournir de la monnaie locale aux personnes sur le terrain et affecter l'aide humanitaire. Et j'ai vraiment été époustouflé parce que le Bitcoin était la seule chose qui pouvait résoudre ce problème. Et en temps de guerre, toute résistance philosophique à des choses comme le Bitcoin n'est pas considérée, parce que cela n'a pas d'importance. Si cela résout votre problème, vous allez l'utiliser. Et c'est ce qui me passionne, parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde, et que ces gens ont vraiment besoin du Bitcoin. Nous avons décidé de collecter des dons en Bitcoin, et le Bitcoin était une sorte de plan B pour nous. Le concept même de Bitcoin est étroitement lié au concept de liberté financière pour tous dans le monde. Et faire comprendre que le Bitcoin est un outil important dans la lutte contre le mal mondial.
Quand les gens vont manifester, c'est en Ouzbékistan, en Russie ou en Biélorussie ou en Ukraine ou quelque part, il est important que vous sachiez que vous avez un outil financier qui ne peut pas être désactivé au moment où vous en avez besoin, quand vous devez pouvoir vous battre pour vos libertés. Et vous ne devriez pas être naïf de penser que quelqu'un dans votre pays n'abuserait pas du pouvoir. En fait, ça pourrait bien se produire, vous devez être équipé. Là où vous voyez le Bitcoin se développer très rapidement, ce sont en fait les nations qui en ont le plus besoin, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi c'est naturel au Salvador? C'est parce qu'ils sont les plus punis. Ils sont plus éloignés du système de monopole de l'argent aujourd'hui. Et donc les nations qui ont toujours vu l'hyperinflation ou les dictateurs, et ce que vous observez, c'est que ces populations se précipitent dans ce protocole monétaire ouvert et personne ne peut les arrêter. C'est la liberté. Ce sont des endroits où le gouvernement a échoué dans un certain sens. Et donc, beaucoup de critiques pensent « Oh eh bien, le Bitcoin est juste quelque chose que les riches occidentaux aiment, et c'est un outil avec lequel jouer. » Mais vraiment, l'adoption sur le terrain se produit dans des endroits où les gens en ont réellement besoin. Et je pense que c'est un point de données extrêmement révélateur. Et donc, si vous vivez au Nigeria, le Nigeria a un des taux d'adoption de Bitcoin les plus élevés au monde puisque plus de 30% des gens l'utilisent. C'est en fait un outil très utile pour effectuer des transactions peer-to-peer. Le Bitcoin, quand vous le considérez comme une alternative, comme de l'argent pour lequel vous n'avez pas à faire confiance à qui que ce soit, et que vous pouvez vous déplacer à travers les pays, vous pouvez l'envoyer à votre famille. J'ai entendu des tonnes d'histoires d'Argentins et comment ils utilisent le Bitcoin pour contourner les contrôles de capitaux pour se déplacer. Le gouvernement limite la possibilité de déplacer des dollars à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et le Bitcoin est cette alternative fantastique pour cela. Laisse partir mon peuple. Exode 5.1. Mon pays est gouverné par le plus ancien régime militaire d'Afrique, le même gouvernement au pouvoir depuis 57 ans. Et c'est un régime militaire brutal qui nous met sous une quantité inimaginable d'abus, de douleur et de contrôle. Des activistes et des dissidents arrêtés, tués, leurs corps jetés à la mer. D'innombrables militants sont emprisonnés et sont en prison depuis des années sans procès. Beaucoup ont disparu, leurs familles n'ont jamais vu leur corps. Et des milliers d'autres ont fui le pays, vécu en exil comme moi. Je vois le Bitcoin comme un outil de libération politique, sociale et économique. La raison en est que l'idéologie derrière le Bitcoin en soi est jugée pour rendre l'agence monétaire aux gens, aux citoyens. Ne plus avoir de gens qui dépendent des banques et des gouvernements pour contrôler leur argent et déterminer sa valeur. Nous sommes également dans une situation où, en tant que citoyens de notre nation, notre argent ne vaut absolument rien en dehors de nos frontières. Donc quand je vois le Bitcoin, je le vois comme un outil qui peut nous permettre de mettre fin à ce système colonial continu qui a maintenu nos pays et nos peuples en esclavage. Le but de mon activisme est d'arriver éventuellement à un point où mon peuple peut vivre librement et dans la dignité. Et cela ne peut être atteint sans liberté financière. Aux hommes est attribué ce qu'ils gagnent, et aux femmes ce qu'elles gagnent. Le Coran, chapitre An-Nisa, les femmes. Digital Citizen Fund, qui est mon organisation à but non lucratif, ce que nous faisons, c'est essayer d'autonomiser les jeunes femmes et les enfants dans les pays en développement comme l'Afghanistan. Mais il y avait un problème à ce qu'il y ait une incapacité à payer ces femmes, parce que beaucoup de ces femmes n'avaient pas de compte bancaire, et nous devons réellement envoyer de l'argent sur le compte bancaire de leurs proches masculins. Et beaucoup de ces femmes disent parfois qu'elles n'ont jamais reçu l'argent, car une fois que l'argent est entre les mains des hommes et des proches, ils préfèrent ne pas donner l'argent aux femmes. Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce que dans une communauté conservatrice, certains hommes essaient de contrôler la vie des femmes, et évidemment, les premières choses qu'ils ne veulent pas que les femmes aient, la liberté financière. Donc nous avons entendu parler de Bitcoin et nous avons dit « Waouh, nous pouvons utiliser le Bitcoin et l'envoyer directement aux femmes et elles peuvent avoir le contrôle de leurs propres finances. » C'était intéressant et nous avons déployé un portefeuille Bitcoin dans notre système. Nous avons créé une plateforme conviviale qui leur a permis de trouver très facilement où se trouve leur portefeuille, combien d'argent elles gagnent, puis ce qu'elles peuvent faire avec cet argent. Le Bitcoin nous a aidés à contourner les barrières physiques et sociales.
Si vous avez des téléphones portables et des smartphones et que vous avez accès à Internet, nous pouvons avoir votre banque partout avec vous. Et c'est pourquoi je pense que c'est la magie du Bitcoin. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Isaïe 1,17. Les Juifs de l'Europe de l'Est à l'arrivée des nazis, les Juifs d'Espagne avant cela, les Juifs des pays arabes à la fin des années 40 et au début des années 50, les Juifs ont été chassés de Syrie en grand nombre, chassés d'Égypte en grand nombre, sans rien, littéralement sans rien. Mon Dieu, s'ils avaient pu emporter leur portefeuille numérique avec eux, quelle belle chose cela aurait été. 3 choses ne peuvent pas être cachées longtemps. Le soleil, la lune et la vérité. Bouddha. Je pense que le Bitcoin est autant une idéologie qu'une technologie. Mais parce que c'est une idéologie éthique, il y a beaucoup de gens qui se sentent très spirituels à ce sujet et d'autres qui le considèrent comme une religion. Si vous vénérez la vérité, si vous vénérez l'intégrité, si vous vénérez la conservation de l'énergie et l'équilibre dans l'univers, alors le Bitcoin est votre religion. Bitcoin est éthique, mais il est également pacifique. Ce n'est pas une monnaie qui vénère la violence. Tu ne tueras pas. Les 10 commandements. D'un point de vue politique, vous avez des politiciens des deux côtés, républicains, démocrates, peu importe, qui essaient agressivement de voter des ressources financières dans leur juridiction locale, afin de soutenir cette machine de guerre qui est en route. Et c'est le jeu de la monnaie fiduciaire, où personne n'est tenu de respecter les mêmes règles, le même ensemble de règles, qui est fourni par le Bitcoin. Il fournit cet ensemble de règles globales que personne ne peut manipuler, frauder ou exploiter, au détriment des autres acteurs du jeu mondial. Et c'est pourquoi le Bitcoin est si différent. Et c'est pourquoi le Bitcoin résout cet énorme problème qui a été forgé à travers l'histoire, entre l'humanité et la violence. La monnaie fiduciaire est utilisée pour financer les guerres. Nous avons dépensé 8000 milliers de milliards de dollars dans des guerres de changement de régime au cours des 20 dernières années. Et toutes ces guerres ont rendu l'Amérique moins sûre, moins sécurisée et moins riche. Ces guerres n'ont fait l'objet d'aucun débat préalable. Qu'obtenons-nous pour ces guerres ? L'Irak est maintenant dans une situation pire que celle que nous avons trouvée. Nous avons tué plus d'Irakiens que Saddam Hussein. Nous avons tué entre 670 000 et 1 million d'Irakiens. L'Irak est maintenant ceci. Au lieu d'une nation, c'est une bataille incohérente entre les escadrons de la mort chiites et sunnites. Nous avons créé ISIS dans la guerre de débordement en Syrie et nous avons conduit 2 millions de réfugiés en Europe et nous avons déstabilisé toutes les démocraties en Europe. Ce processus a abouti au Brexit, à la dissolution de l'Union européenne. Les émeutes que nous voyons maintenant en France sont le résultat direct de cette vague d'immigration qui a été motivée par nos guerres. Donc le contribuable n'accepterait jamais de financer ces guerres à l'avance. Et le gouvernement ne veut pas, les politiciens ne veulent pas aller demander cette permission aux contribuables. Il est beaucoup plus facile pour eux de simplement déclarer les guerres et de les financer en imprimant plus d'argent. Mais en fin de compte, les gens qui paient pour cet argent sont la classe moyenne et ils paient par le mécanisme de l'inflation. Ainsi, lorsque les gouvernements impriment de l'argent, ils ont la capacité de financer le complexe militaro-industriel et de créer d'énormes dépenses imprudentes. Donc, quand vous regardez les guerres à travers l'histoire, c'est une chose très très rentable. Et les banques centrales peuvent imprimer de l'argent pour financer les deux côtés de la guerre. En tant que pilote d'hélicoptère d'attaque au combat, j'ai eu l'occasion de voir presque à chaque vol quelqu'un se faire tirer dessus, être blessé ou tué. Fournir ce soutien aux personnes sur le terrain a été une expérience extrêmement humiliante, pour voir à quel point les êtres humains peuvent être destructeurs les uns envers les autres. Quand allez-vous assez loin en amont pour savoir ce qui motive ce comportement? Comment cela s'explique-t-il? Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que c'est l'argent qui est à l'origine de cette situation. Et il n'y a probablement rien de plus important pour moi dans ma vie que d'essayer de m'assurer que les gens peuvent comprendre qu'il y a une meilleure façon de mener des échanges et qu'il y a une meilleure façon de s'entendre les uns avec les autres que d'avoir un grand livre de confiance que personne ne peut manipuler ou changer. Nous devons rendre la guerre et la peur moins rentables.
C'est la véritable solution de deuxième niveau dont nous avons besoin en plus du Bitcoin. C'est nous, pas un code sur une blockchain, mais une société humaine qui rend la non-violence et la gentillesse plus rentables que l'exploitation et la cupidité. Ainsi parle le Seigneur. Mettez fin à la violence et au pillage. Respectez les lois et la justice. Arrêtez de voler les biens de mon peuple. Pourquoi personne aux États-Unis ne s'inquiète-t-il que nous ayons été dans ces guerres aussi longtemps que nous l'avons été? Pourquoi personne ne pose de questions sur le coût de cela? Non seulement le coût humain, mais aussi le coût financier. Et la raison en est que cela a toujours été payé par l'avilissement. Ils ne savaient pas qu'ils payaient pour cela parce que la facture a été repoussée dans le futur par la dépréciation de la monnaie elle-même. Et donc, il ne semblait tout simplement pas y avoir de coût. Et donc, ce ne sont pas seulement les États-Unis qui paient pour leurs conflits armés de cette façon. Ce sont tous les États-nations basés sur le fiduciaire qui paient pour leurs conflits armés de cette façon. Si vous passez à une norme Bitcoin, tout d'un coup, vous ne pouvez pas réduire le coût des conflits. Et le Bitcoin, à l'inverse, est la monnaie de la paix. Si vous devez réellement vous rendre auprès d'une population et lui demander la permission de faire la guerre, dans la plupart des cas, elle ne vous donnera pas cette permission. C'est intéressant quand un gouvernement a des ennuis et qu'il doit payer pour une guerre, ou qu'il doit payer pour une pandémie, ou qu'il doit payer pour un événement cataclysmique, il a tendance à imprimer de l'argent. Et parce que vous allez avoir ces gouvernements qui impriment tout cet argent, alors l'argent vaut moins cher. Eh bien, si tout était du Bitcoin, non seulement ce gouvernement n'aurait pas la capacité d'imprimer l'argent pour la guerre, mais vous n'auriez peut-être même pas la guerre. Tant de gens voient un monde où le Bitcoin réduit la guerre, la rend inabordable et nous incite tous à nous aimer et à nous servir les uns les autres. Tu ne voleras pas. Les 10 commandements. Je crois que le Bitcoin n'est que de l'argent. Et dans la Bible, il y a de nombreux exemples de ce qu'est l'argent juste et de ce qu'est l'argent injuste. Sans aucun doute, la monnaie fiduciaire du gouvernement n'est pas seulement de l'argent. Il vole aux pauvres et le donne aux riches. Cela crée plus d'inégalités de revenus. Je pense que Dieu déteste le système actuel créé par le fiduciaire du gouvernement. Ce groupe d'élite de personnes prend des décisions en fonction de leur propre portefeuille, en fonction de leur propre ensemble de priorités ou celles de leurs amis et collègues, qui comptent beaucoup pour eux. Ils ne gagnent pas vraiment plus d'argent, ils ne font que le prendre, très souvent par le biais de politiques inflationnistes, à ceux qui l'ont mérité. Cela devient un système de grande injustice, et même de vol. Le gouvernement des États-Unis a imprimé de l'argent comme un fou. C'est la solution de rêve. C'est une façon de voler de l'argent sans se faire prendre. Et dépenser l'argent des autres est amusant. C'est tout. C'est l'une des meilleures raisons de se lancer en politique. Il est facile de dépenser l'argent des autres. Et la plupart des électeurs ne sont pas conscients qu'à mesure que les prix augmentent, reflétant une inflation profonde, ce sont les agissements d'un gouvernement immoral qui vole littéralement le pain de votre table. Donc l'inflation, c'est du vol. Ils nous volent juste sous notre nez. Et malheureusement, la façon dont les gens suivent l'inflation est de maximiser leur carte de crédit et de s'endetter de plus en plus, ce qui ne fait que créer de plus gros problèmes. L'intérêt est l'invention de Satan. Thomas Edison. Nous avons des niveaux d'intérêt aujourd'hui, à notre époque, qui dépassent souvent l'inflation. Et je pense que cela soulève des questions éthiques pour nous, sur la façon dont nous gérons notre argent dans le monde moderne, et comment nous facturons les gens qui recherchent le crédit. Ce genre de choses, parce qu'ils finissent par payer beaucoup, juste pour compenser l'aspect crédit de ce qu'ils ont fait par opposition à l'argent qui leur a été fourni dans un prêt. Ainsi, dans l'islam, la pratique du prêt à intérêt est interdite. Et plus précisément, le mot utilisé est riba. Riba signifie littéralement surplus ou excès, et cela signifie tout excès d'argent. Ainsi, toute forme de création monétaire est interdite. Riba est de l'intérêt, c'est de l'usure, c'est de la création monétaire. Donc, quand nous parlons d'argent sain dans l'islam, nous parlons vraiment d'une forme d'argent qui ne peut pas être créée à partir de rien et qui nécessite donc une preuve de travail. Maintenant, l'un des problèmes avec la monnaie fiduciaire est qu'elle ne nécessite pas de preuve de travail. Voilà qui est intéressant.
Voyons ce que les autres religions ont à dire sur le Bitcoin et son éthique. Beaucoup de gens se demandent quel est le rôle de la technologie dans le judaïsme. C'est une tradition et une loi qui remontent à des milliers d'années. Alors, que pourrait-elle dire de ces inventions et technologies modernes ? Le fait est que tout ce que Dieu crée dans ce monde a pour but de rendre le monde meilleur et de mieux le servir. Donc, toutes ces technologies, que ce soit le téléphone, Internet, la vidéo, toutes ces choses, le Bitcoin peut être utilisé et devrait être utilisé pour un meilleur service à Dieu. L'Inde était cette puissance industrielle fabuleusement riche et un innovateur spirituel en même temps. Et c'est en grande partie parce que son économie avait quelque part dans ses fondements l'idée que le but ultime est la poursuite du moksha, cette vraie liberté. Et nous pouvons y revenir. Donc, si le Bitcoin nous aide à revenir à un nouveau type de capitalisme qui favorise à la fois le bien-être matériel et la liberté spirituelle, ce sera génial. Mais ce genre de nouveau capitalisme ne sera pas vraiment si nouveau. C'est plus comme un retour à nos vieilles habitudes. Il semble donc que le Bitcoin puisse faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Explorons ces enseignements religieux plus en profondeur. Quand il s'agit de comparer le judaïsme à une blockchain, il y a tellement de points que nous pouvons examiner. Outre la chaîne de mots elle-même, la transmission de la Torah et du judaïsme à travers les générations est appelée Ishtalshelut, une chaîne de descendance de rabbin en rabbin et de génération en génération. Donc ce que chaque individu peut faire, c'est étudier la Torah. Il devient son propre nœud complet. Il peut valider toutes les lois et toutes les coutumes et traditions. Et puis, au fur et à mesure que de nouvelles situations se présentent, les rabbins doivent se demander comment la Torah a une perspective sur ces nouvelles technologies, sur ces nouvelles questions. C'est là qu'intervient la preuve de travail. Les rabbins sont les plus instruits et les plus expérimentés dans l'analyse et l'étude de la Torah. Ainsi, ils prouvent leur travail par leur étude et par leurs écrits, qui peuvent ensuite être vérifiés par chaque membre de la communauté. Tout ce qu'ils ont à faire est de regarder dans la Torah et de valider que ce que les rabbins disent correspond aux valeurs de la Torah et aux enseignements de la Torah. En particulier en tant que juif, dont le peuple juif a été dispersé dans le monde entier et a dû se déplacer d'un pays à l'autre. Je peux apprécier un argent que l'on peut emporter avec soi, posséder et utiliser à ses propres fins, sans qu'il y ait d'interférence de la part de tiers. Le Bitcoin est juste une autre étape dans le développement technologique, de la façon dont nous pouvons mieux servir Dieu. Le bouddhisme lui-même est un système décentralisé. En fait, c'est la seule fois que je connaisse où le fondateur lui-même a dit « Ne faites confiance à rien de ce que je dis sur la foi. Vous devez le valider vous-même. » Donc ce que la validation dans le bouddhisme signifie, c'est que vous devez analyser de manière critique tout ce que le Bouddha lui-même a dit. Donc, d'une certaine manière, en tant que bouddhiste, vous êtes une sorte de validateur de blocs, où vous-même devez revivre l'algorithme bouddhiste. Le bouddhisme est vraiment comme un algorithme, un ensemble de règles d'après lesquelles le bouddhiste dit « Si vous les suivez, vous serez heureux, et vous créerez une société gentille, bienveillante et juste. » Et donc que je trouve très parallèle à la fonction dont fonctionne la blockchain, parce que je voulais créer un système qui profite à tous les êtres, et pas seulement à certains sous-ensembles sélectionnés. Ces choses, je pense, sont très alignées avec cette idée de décentralisation. Donc oui, je pense que le bouddhisme est une religion décentralisée. Si vous avez une planification centralisée, c'est-à-dire moins de personnes qui prennent les décisions concernant l'économie dans son ensemble, vous avez moins d'informations. Si vous avez une économie décentralisée, vous avez plus de personnes, plus d'intrants, plus de liens avec la réalité de ce qui se passe que si vous aviez un petit bureau politique, un groupe de conseillers politiques qui prennent ces décisions. Très souvent intéressés par leurs propres intérêts particuliers. Donc, quand nous demandons ce que la Bible a dit à propos de l'argent, l'essentiel est que l'argent lui-même n'est pas mauvais. Parfois,
Vous entendez les gens dire que l'argent est mauvais. Ce n'est pas le cas. C'est un moyen par lequel nous gérons nos relations et échangeons les uns avec les autres, avec des compétences et des capacités différentes que nous avons. Ce que la Bible dit, c'est que c'est l'amour de l'argent qui est mauvais, que c'est quand il nous pousse vers la cupidité, quand il nous pousse vers la convoitise, quand il nous pousse vers l'avarice, quand il nourrit notre fierté, ce genre de choses. C'est là que l'argent devient un problème. Et en fait, ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est la façon dont nous traitons l'argent qui est le problème. Maintenant, dans l'économie védique des temps anciens, le dirigeant était souvent élu, soit dit en passant, il y a même 2000-3000 ans. Était jugé comme un concept appelé Yogakshema, ce qui signifie un bien-être matériel et spirituel global des citoyens, en particulier les plus faibles de la société. Le bénéfice monétaire n'était considéré que comme un sous-produit. Donc, jouer avec la masse monétaire, bien que cela puisse faire du bien temporairement, signifie que nous ignorons beaucoup des indicateurs clés de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. L'une des raisons pour lesquelles nous imprimons cet argent est d'amener les gens à sortir et à faire du shopping ou à s'endetter à des taux d'intérêt bas afin qu'ils puissent sortir et faire du shopping. Maintenant, je ne connais aucune religion ou philosophie qui dit que le but de la vie humaine est de consommer jusqu'à la dette. Donc, dans un sens réel, nous incitons quelque chose qui va à l'encontre de notre morale de base, et je ne sais pas combien de temps nous pouvons continuer à le faire. La vérité est que ce que nous sommes vraiment, ce sont des êtres divins qui ont pris forme humaine, dans un monde matériel que nous manifestons ensemble, dans un but significatif pour être heureux et libre. C'est la vérité, et c'est le fondement de l'économie védique. Et le Bitcoin a une chance de nous aider à nous voir de cette façon. Il y a des sources d'écriture dans l'islam qui sont le Coran, qui est censé être la parole de Dieu, et le Hadith, qui sont la collection des paroles et des actions du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et il y a deux hadiths très célèbres, l'un concernant la fixation des prix et l'autre concernant les monopoles. Le hadith de fixation des prix ressemble à ce qui suit. Un groupe de personnes est venu voir le prophète et lui a dit « Voulez-vous fixer les prix des produits de base sur le marché ?» Et il a considéré cela et il a dit non, parce qu'il ne voulait pas causer une injustice contre le peuple. Il a dit que Dieu est celui qui fixe le prix sur le marché. Donc je pense que c'est très important parce que cela nous dit qu'une économie de marché libre est une économie fondamentalement juste. Je pense que le Bitcoin est la forme d'argent la plus islamique jamais inventée et donc aussi la forme d'argent la plus abrahamaïque inventée. Car en fait, les trois grandes religions monothéistes partagent de nombreuses caractéristiques en termes de justice, d'égalité et d'équité et de traitement avec son prochain. Donc je pense que le Bitcoin a ces caractéristiques pour être non seulement la forme d'argent la plus islamique, mais aussi la forme d'argent la plus juive et la plus chrétienne. Et je pense donc que c'est un concept très très puissant et qui peut complètement bouleverser notre compréhension des 100 dernières années de l'histoire économique. Dans un monde Bitcoin, les gens travailleraient ensemble et seraient libres et heureux. Si la réparation de notre monnaie pouvait nous aider à y parvenir, imaginez le genre d'avenir que nous pourrions construire. J'aime penser à la façon dont l'histoire du Bitcoin est encore en cours d'écriture. Le premier chapitre a commencé il y a plus de 10 ans et nous y sommes et nous avons aucune idée de ce à quoi ressemble finalement le dernier chapitre du livre. Si vous pensez que le Bitcoin envahit le monde, n'est-ce pas? La bitcoinisation du monde, et vous jouez cela jusqu'à son dernier élément. Quelle pourrait être cette dernière étape d'une perspective potentielle? Et c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'autre monnaie. Tous les gouvernements ont laissé tomber le dollar, le yen et l'euro et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est le Bitcoin. Et c'est le mécanisme de paiement standard pour tout. Quelques étapes avant cela, les banques centrales du monde entier adopteront le Bitcoin comme monnaie de réserve. Je m'attendrais vraiment à ce que cela se produise. En même temps, quand j'ai commencé dans cet espace, je pensais que cela pourrait prendre des siècles. Et chaque année, j'ai l'impression que le délai devient de plus en plus court. Je pense que si le monde passait à la norme Bitcoin, je pense que ce que nous verrions serait moins de guerre. Nous verrions la taille du gouvernement considérablement réduite, car la capacité de taxer vos citoyens devient beaucoup plus difficile. Donc si le Bitcoin réussit et que le monde commence à l'utiliser, nous voyons le rôle du gouvernement commencer à se réduire peu à peu, et leur capacité à extraire de la valeur de leurs citoyens et leur capacité à faire la guerre est également diminuée.
Et le gouvernement optimiste devrait regarder le Bitcoin et comprendre qu'il s'agit d'un mouvement qui ne va pas s'arrêter. Vous ne pouvez pas vraiment l'interdire. Et si vous le faites, cela ne signifie pas que tous les autres pays le feront non plus. Il est donc préférable de prendre le train en marche, de le voir arriver plutôt que d'essayer de le combattre et de s'y opposer. C'est comme une sorte de changement inévitable. Les choses qui se passent maintenant sont des choses dont nous ne rêvions que lorsque nous étions sur nos PC, en classe d'informatique, en 1985. Il ne s'agit pas seulement d'un progrès technologique, d'un progrès informatique ou d'un progrès d'un système monétaire. À mon avis, le Bitcoin représente une évolution de la conscience au-delà de tout ce que nous avons vu depuis des milliers d'années. Nous nous dirigeons vers un avenir numérique et nous nous dirigeons vers un avenir qui va nécessiter une désintermédiation entre les gouvernements, les banques et un contrôle centralisé. Et le Bitcoin nous accorde ce pouvoir grâce à un réseau ouvert auquel n'importe qui dans le monde peut participer. C'est extrêmement puissant. Et si les gens l'adoptent, avec le temps, nous verrons comment nous remettrons le pouvoir entre les mains de l'individu et désintermédierons ceux qui, au sommet, essaient de contrôler la race humaine. Il n'y a pas encore d'économie tangible, Bitcoin. Mais cela peut changer. Et en fait, je pense qu'à un certain niveau, cela commence déjà à changer. Donc c'est évidemment quelque chose que je pense que tout le monde devrait regarder avec beaucoup d'intérêt. Je pense que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte. Je suis enthousiaste pour l'avenir du Bitcoin, parce que nous commençons tout juste à comprendre tout cela. Ses utilisations et ses avantages. Dans un monde d'exploitation Bitcoin, ce sera juste une dynamique complètement décalée. Ainsi, les gens pourront davantage épargner et investir ensuite dans une entreprise en particulier. Et donc, en bref, c'est comme dire que nous allons vivre dans un système plus basé sur les capitaux propres plutôt que sur la dette. Alors que pour le moment, toutes les questions de dette bon marché, le crédit bon marché est la façon dont la chose se développe. Alors qu'à l'avenir, elle sera davantage basée sur l'équité et l'épargne. Je suis une personne qui croit vraiment que tout le monde devrait avoir droit aux soins médicaux, droit à un logement, droit à la nourriture, etc. Tous les fondamentaux. Nous devrions tous avoir notre part de la générosité de la Terre. Et aucun système politique ou financier que nous ayons mis au point n'a encore résolu ce problème pour l'humanité, bien que nous nous rapprochions un peu. Donc, l'idée de mettre dans des algorithmes convenus collectivement, qu'aucun individu ne peut changer, est très très puissante. Ces choses se produisent ainsi dans le monde entier. Ce que je vois dans les 10 prochaines années, c'est que le Bitcoin est florissant. Le Bitcoin résout les problèmes des personnes dans les endroits où elles ont des problèmes. Cela pourrait être des problèmes de change, cela pourrait être des problèmes d'énergie, cela pourrait être en mesure de s'échapper de votre pays. Et cette croissance est quelque chose que nous voyons tous les jours. Elle ne rétrécit pas tout comme Internet ne cesse de croître, n'est-ce pas? Beaucoup de gens demandent combien de temps faudra-t-il pour que le monde soit sur un standard Bitcoin? Y aura-t-il un moment où le Bitcoin sera l'actif de réserve mondiale et la monnaie de réserve mondiale? Je pense que c'est inévitable. Je pense que cela arrivera à un moment donné, mais je pense que nous en sommes encore loin. Et donc, peut-être dans 5-10 ans, je pense que beaucoup de monnaies fiduciaires du gouvernement mondial vont se dissoudre et que le pouvoir d'achat va être transféré soit dans le dollar américain, soit dans le yuan chinois et certainement dans le Bitcoin. Et le monde sera un endroit plus juste, plus honnête et juste un meilleur endroit où vivre. Nous considérons une forme saine d'argent comme un changement fondamental pour notre système financier et monétaire, car cela nous remettra sur la même longueur d'onde. Cela nous rapprochera en fait de ces valeurs qui étaient autrefois adoptées il y a 2000 ans par les religions abrahamaïques. L'un des autres domaines que j'aime vraiment à propos de Bitcoin est cette idée que j'ai mentionnée plus tôt, où c'est une technologie très unificatrice pour nous, compte tenu de la division du pays tout entier, du monde entier. Mais surtout aux États-Unis, nous sommes à couteau tiré les uns avec les autres, et nous ne sommes pas d'accord sur quoi que ce soit. Mais maintenant, tout d'un coup, le Bitcoin arrive, et vous avez des républicains et des démocrates et des conservateurs et des libertaires, parce qu'ils sont d'accord sur le Bitcoin. Et ils sont d'accord sur le Bitcoin parce que cela reflète leurs valeurs, et ils croient que c'est la bonne voie pour nous d'aller de l'avant. Donc tout d'un coup maintenant, vous avez cette technologie d'unification de la couche de base qui peut vraiment commencer à nous aider à avoir des conversations, parce que la pire chose que nous puissions faire est d'entrer dans nos chambres d'écho et de ne plus parler au côté opposé. Maintenant, nous avons le Bitcoin qui aide à unifier ces groupes et à les mettre dans la même pièce et à avoir des conversations. Et je pense que c'est là que des progrès peuvent être réalisés. Notre argent devrait refléter la création de valeurs réelles et ne pas être en quelque sorte donné par un gouvernement qui essaie simplement de manipuler la masse monétaire pour nous amener à faire du shopping quand ils le veulent et à nous endetter quand ils le veulent.
Tant que nous sommes manipulés comme ça, nous ne pouvons pas vraiment être libres. C'est ce dont nous avons besoin comme changement. Et le Bitcoin nous donne une base. Il nous donne un outil pour créer ce genre de société et ce genre d'économie. Nous sommes à une période de transition dans l'histoire. Si vous regardez en arrière à travers le long prisme de l'histoire, ce que nous voyons est un cycle répété de liberté, d'oppression, de révolution, de liberté, d'oppression, de révolution, de liberté, d'oppression. Et cela traverse toute l'histoire. Et je pense que nous sommes à un moment de l'histoire où ce cycle pourrait enfin se briser. Et je pense qu'il pourrait se briser d'un côté ou de l'autre. Cela se produira dans la prochaine décennie ou les 2 prochaines. Et ce sera à nous de décider de la manière dont il se brisera. Et je pense que le cycle se brise et que l'un ou l'autre, il se brise à travers les CBDC et le système de notation du crédit social. Comme ils l'ont fait en Chine, par l'endoctrinement à travers les écoles et les médias sociaux. Ils peuvent nous endoctriner, nous censurer, nous enfermer, nous isoler et potentiellement empêcher toute révolution de se reproduire. L'autre option est de comprendre que la source de tout leur pouvoir provient de la capacité d'imprimer de l'argent. La planche à billets est leur pouvoir. Et si nous battons la planche à billets, nous n'aurons plus la possibilité d'imprimer des quantités infinies d'argent. Puis, tout leur système s'effondrera. Et le Bitcoin est cet outil qui nous permet de battre la planche à billets, de vaincre son système. Et si nous passons à un système monétaire que personne ne peut contrôler, ce système ne se reconstruira plus jamais. Nous battons la planche à billets. Il ne relance jamais la planche à billets. Et nous avons une vie sans cycle de révolution, de pure liberté pour l'humanité à partir de là. Nous devons faire un choix. Je me penche toujours sur l'espoir et le bien en chacun de nous. Nous ne devrions pas voler. Nous ne devrions pas faire la guerre. Nous devrions avoir une forme d'argent en laquelle nous pouvons avoir confiance afin de construire un monde de prospérité et d'abondance pour que les générations futures puissent vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Le Bitcoin incarne cet espoir, cette pureté et cette vérité. Achetez la vérité et ne la vendez pas. Proverbe. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Bitcoin, visitez godblessbitcoin.com.